Maintenant, on va développer des notions de prise de décision bayésienne. Donc, si on travaille avec plusieurs classes, on va généraliser l'équation qu'on a vue dans le module précédent avec cette équation-là ici. Donc, on va avoir la probabilité d'avoir un x qui soit d'une certaine classe. On va dire on a un certain x ici. Donc, quelle est la probabilité qu'il soit de la classe CI? Donc, on a ça ici. Et donc, ça va correspondre à la même équation en mettant des indices I pour les classes. Et les évidences, elles, vont être la même équation, mais là, on va faire la somme pour toutes les classes. On va vraiment faire la somme des vraisemblances de classe fois les probabilités a priori de classe. Puis tout ça sommé va nous donner l'évidence d'un X. Donc, ce qu'on sait, c'est que les probabilités des différentes classes sont plus grandes ou égales à 0. Et la somme de ces probabilités-là, des probabilités a priori, est égale à 1. Donc, on dit qu'on est dans une des K-classes nécessairement et elles sont mutuellement exclusives. On peut être dans plusieurs classes à la fois et donc ça somme à 1. Ensuite, on va assigner donc une donnée X à la classe CI qui correspond à la classe dont la probabilité a posteriori, PCK sachant X, est maximale. Donc, on se rappelle le arcmax ici, c'est de dire qu'on regarde les différentes valeurs de P de CK sachant X. Donc, on regarde les valeurs de ce qu'on a à droite, de K est égal à 1 jusqu'à grand K. Et on va retourner l'indice K correspondant au P de CK sachant X qui est maximum. Et donc, ça va être notre classe CI auquel on va assigner la donnée X. Ceci dit, toutes les décisions n'ont pas nécessairement le même impact. Des fois, il y a certaines décisions, certains types d'erreurs qu'on pourrait faire, qu'on a une probabilité de faire, qui peuvent avoir plus d'impact que d'autres. Un exemple, dans l'exemple du prêt, donc de définir si on peut donner une marge de crédit, une carte de crédit à des clients. Prêter à un client à haut risque peut avoir un impact financier plus important pour le prêteur que de ne pas offrir de crédit à des clients à faible risque. Si on manque un client à faible risque, on manque une occasion d'affaires, mais donc l'impact, c'est une perte de profit qui est quand même plus petite que les pertes qui peuvent être encourues avec des clients à haut risque qui risquent carrément de ne pas rembourser le prêt. Et donc, dans ce cas-là, on veut peut-être être plus propice à peut-être parfois ne pas offrir de crédit à des clients qui semblent à haut risque, alors que c'est une erreur, il serait à faible risque. On va ajuster la décision en conséquence, étant donné les coûts associés à chacun des types d'erreurs. Un exemple encore plus frappant que ça, c'est l'aide au diagnostic médical. Si, par exemple, on a des tests pour dépister ou identifier des maladies graves, ces tests-là sont imparfaits. L'impact d'avoir un faux négatif, donc un cas où le test ne détecte pas la maladie, où on croit qu'il n'y a pas de maladie alors qu'il y avait vraiment la maladie grave en question, l'impact peut être très important. Si on parle d'un cancer, par exemple, ça peut nous faire perdre des semaines, des mois, avant de voir que finalement, il y avait effectivement un cancer et c'est peut-être une période critique qui aurait pu faire une grande différence au niveau de la santé, de la vie du patient. Alors que d'avoir un faux positif, d'avoir une détection d'une pathologie qui n'est pas là, ben, ça peut donner une frousse, ça peut être désagréable, mais à long terme, l'impact est quand même bien moindre qu'un faux négatif. Et donc là, il faut essayer de balancer tout ça et peut-être d'ajuster la sensibilité de notre test pour s'assurer qu'on manque un minimum de cas problématiques qui auraient des impacts importants sur la santé des patients. Un autre exemple aussi, c'est pour la détection d'intrusions. Si on a un système qui détecte les intrusions dans un système informatique, ben là, on peut se permettre d'avoir des fausses alarmes, donc des fausses détections qui vont peut-être déranger un peu les gens, mais dont les impacts sont ultimement beaucoup moindres qu'un faux positif, donc une vraie intrusion qui n'a pas été détectée. Donc, dans ce contexte-là, on veut ajuster finalement notre mécanisme de prise de décision selon ce que ça a comme impact. Puis ça, on peut le faire avec une fonction de perte. Donc, la fonction de perte ici, c'est donné comme le fait de faire une action alpha i. Donc, ça, c'est notre décision
alors que la véritable classe est CJ. Donc, c'est quoi le coût associé à décider de prendre l'action alpha I alors que c'est CJ qui était là pour de vrai? Et donc, ça, on peut utiliser ça pour calculer le risque espéré d'une action alpha. C'est-à-dire que pour un certain X, si on a le X ici, quel est le risque de prendre comme décision alpha? Et donc, ça nous est retourné par une fonction R. Puis qu'est-ce qu'elle ferait, cette fonction de risque-là? C'est tout simplement de regarder pour tous les cas possibles. Si on prend une décision alpha, supposons les différents cas de figure, les différentes valeurs de ces cas possibles, les différentes classes possibles. On va dire, ben, c'est quoi la fonction de perte associée à décider alpha, sachant que la vérité serait CK, fois la probabilité d'avoir comme vraie classe CK, sachant notre X. Donc, on a un certain X. C'est quoi la probabilité que ce soit de la classe CK? Donc, ça, c'est la probabilité a posteriori pour la donnée X, fois la fonction de perte associée à décider alpha, sachant que ce serait CK. On ne sait pas vraiment, mais du moins, on peut évaluer la perte en supposant que c'est CK qui est la vraie classe. Et donc là, la décision consistera à choisir le alpha, qu'on va appeler le alpha étoile, le alpha optimal, qui va minimiser le risque. Donc là, on va faire le argmin sur la fonction de risque. On va regarder les différentes décisions possibles, puis on va choisir la décision alpha pour laquelle le risque associé est minimal. Et donc, modifier la fonction de perte ici va modifier le risque. Donc, on peut jouer avec cette fonction de perte-là. On peut inclure de l'information sur la nature de notre problème. Donc, on peut donc pondérer le coût associé à un faux négatif versus un faux positif, si on est dans un cas de deux classes positives, négatives. Puis ça, bien, on peut utiliser ça pour calculer ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc, la matrice de confusion nous donne un peu le lien entre la décision et la vérité. Donc ici, par exemple, on a un cas où on a deux classes, positif, négatif. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que si on décide, par exemple, qu'une donnée est positive, donc on choisit comme action alpha 1, alors qu'en vérité, elle était négative, on a ce qu'on appelle un faux positif. Donc ça, ce qu'on va appeler le lambda FP, on va appeler ça le coût d'un faux positif, puis on va l'inclure finalement dans notre fonction de perte. Et similairement, si on prend l'autre mauvaise décision, à savoir d'assigner une donnée comme étant négative alors qu'elle était positive, on a un coût associé à ça qui est le coût du faux négatif. Et sinon, sur la diagonale, c'est 0 parce que c'est le cas où on prend la bonne décision. Il n'y a aucun coût associé à décider d'assigner une donnée à la bonne classe. Et on peut généraliser ça au cas à K-classe, donc à plusieurs classes, où là, on a toujours, comme sur la diagonale, T0 ici. Mais sinon, on peut avoir des coûts variables pour les différents cas de figure. Par exemple, ici, le lambda K0, c'est d'assigner une donnée à la classe K alors qu'en vérité, elle était de la classe 0. Donc, on peut avoir différentes valeurs, puis on peut décider, selon notre problème, d'ajuster ces lambdas-là ou de les rendre. Donc, on peut avoir des ensembles de lambda qui sont égaux à la même valeur versus d'autres valeurs de lambda qui valent autre chose selon notre problème. Et donc, tout est embarqué dans une fonction de perte. Puis, une des fonctions de perte de base, qui est un peu la fonction de perte identitaire qui nous ramène sur le code base, c'est la fonction de perte 0,1. Donc, c'est de dire que si on assigne la donnée à la bonne classe, si le alpha choisi est le même que la classe de la donnée, donc le alpha i, le i est égal à j, donc on choisit le alpha, la décision, on prend la décision qui correspond à la vraie classe, la perte est nulle. Cependant, si on fait une erreur, donc si le i n'est pas égal au j, bien là, on a une perte de 1. Donc, ça fait une fonction de perte qu'on appelle une perte de 0,1. Donc, ça revient à un risque qui est celui-ci, qui est de dire le risque de prendre la classe alpha i est égal, bon, on s'appelle l'équation, c'est la somme de k est égal à 1 jusqu'à k. Donc, on va sommer pour toutes les classes possibles. La perte associée à décider alpha i, si on dit que la vraie classe est CK, fois la probabilité que notre donnée x provienne de la classe CK. Donc,
Donc ça, c'est l'équation qu'on avait tout à l'heure. On peut la simplifier tout simplement à dire que comme la fonction de perte est égale à 1 si on n'est pas de la bonne classe et 0 autrement, bien, ça se simplifie à ça ici. C'est de dire que finalement, on va faire la somme de toutes les probabilités a posteriori pour la donnée X, sauf pour la donnée pour la classe I. Donc, on va exclure la classe I de la somme. Et comme on dit que notre univers est défini sur K est égal à 1 jusqu'à grand K par rapport aux classes, bien, directement, vu que tout ça somme à 1, on peut transformer ça pour dire que c'est directement égal à 1 moins la probabilité a posteriori de la classe CI, sachant X. Donc, le risque correspondant, c'est la probabilité de choisir les autres classes, sauf la bonne classe, sauf la classe I en soi. Donc, ça veut dire que finalement, on choisit, quand on prend comme décision la classe CI, le risque associé à cette décision-là, c'est la somme des probabilités a posteriori pour toutes les autres classes. Et la décision optimale ici, bien, en simplifiant encore les équations, ça revient tout simplement à dire que la décision optimale, c'est de choisir la classe pour laquelle la probabilité a posteriori est maximale. Donc, c'est le cas qu'on avait vu tout à l'heure. On assigne la donnée à la classe pour laquelle la probabilité a posteriori est maximale. C'est notre cas de base. C'est pour ça que la fonction de perte 0,1, ça revient finalement au cas qu'on avait défini tout à l'heure, le cas un peu intuitif pour nos décisions. Mais si on utilise une autre fonction de perte, où là, ce n'est pas la même chose, où là, on va ajuster les pertes selon les types d'erreurs, là, ça va être ce qu'on a vu dans les acétates précédentes. On peut aller plus loin. On peut définir ce qu'on appelle une option de rejet. Donc, une option de rejet, c'est de dire qu'un mauvais classement peut avoir un impact considérable. Donc, si on dit, si on se trompe, ça peut coûter cher. On aimerait peut-être avoir la possibilité, lorsqu'on n'est pas certain de notre décision, de la rejeter, puis de dire comment. Il y a un coût associé au rejet, c'est-à-dire qu'on ne se commet pas sur une décision, mais ce coût-là est moindre que le coût de faire une mauvaise décision, de faire un mauvais classement. Donc, on va se définir une action supplémentaire qu'on va appeler l'action K plus 1, où là, ça va être ce qu'on appelle une option de rejet. La possibilité de rejeter notre donnée, de ne pas se commettre dans une décision de classement. C'est un indicateur comme quoi que la donnée, il y a trop d'incertitudes sur celle-ci qu'on n'est pas en mesure de bien la classer. Et donc, la fonction de perte 0,1 avec rejet qui correspond à ça, c'est notre fonction de perte 0,1 où on dit, bien, si la décision correspond à la bonne classe, la perte est de 0. Si la décision, c'est de rejeter, donc là, on a un cas où on a un rejet, le coût est de lambda. Donc ça, c'est le coût de rejeter finalement la donnée, de ne pas la classer. Et sinon, le coût est de 1, donc c'est le coût d'une mauvaise décision de classement, où on prend la décision et où on se trompe parce que la vraie classe ne correspondait pas à CI. Dans ce cas-là, le risque alpha i, le risque de prendre comme décision la alpha i, sachant le x, est égal à 1 moins PCI, sachant x, directement. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure par rapport à une des classes, mais le risque de rejeter, qui est donné ici, qui est finalement de dire on a une perte lambda pour toutes les classes, bien, vu que la somme de toutes les probabilités a posteriori de les classes 1 à K, bien, ça doit sommer à 1 par définition. Tout simplement, ça correspond à lambda. Donc, on va dire qu'on va avoir le risque associé au rejet de lambda et le risque associé à classer à une certaine classe est égal à 1 moins la probabilité a posteriori de la classe qu'on décide, qu'on choisit. Et dans ce contexte-là, la décision optimale avec l'option de rejet, c'est de regarder c'est quoi la décision, incluant la décision à K plus 1, qui est l'option de rejet. Donc, c'est quoi la décision parmi les K plus une décision possible qui minimise le risque? Et donc, la décision optimale revient à dire que là, on va choisir l'option K plus 1, donc on va rejeter notre donnée
dans le cas où, pour toutes les classes, donc pour tous les J, de 1 à K, donc on va dire toutes les classes qu'on a sous la main, la probabilité a posteriori, donc la probabilité a posteriori d'assigner la donnée X à la classe CJ, elles sont toutes inférieures à 1 moins lambda. Donc, on regarde la valeur de 1 moins lambda, puis si toutes nos probabilités a posteriori sont inférieures, on rejette parce que l'option de rejet reste la décision la moins, où la perte va être minimisée. Ça veut donc finalement dire que notre probabilité a posteriori, notre probabilité que ça provienne d'une classe est trop faible, est plus faible que 1 moins lambda. Donc, il faut vraiment avoir une probabilité a posteriori, PCJ sachant X, qui est supérieure à 1 moins lambda pour faire le classement. Donc, ça donne quand même un sens assez intuitif au lambda. Sinon, s'il y a une probabilité a posteriori qui est supérieure à lambda, à 1 moins lambda, excusez, on va assigner la donnée à la classe qui a la probabilité a posteriori la plus élevée ici. Donc, la matrice de confusion est celle-ci. La différence avec la matrice de confusion à K-classe, c'est qu'on a une colonne supplémentaire, qui est la colonne des pertes associées au rejet. Donc, on n'a plus une matrice carrée, on a une matrice avec une colonne de plus, K plus une colonne, K ligne. Et là, on voit qu'on a un certain coût de rejet, puis on pourrait même avoir un coût de rejet variable par classe, par véritable classe. Donc, si on dit par exemple rejeter une donnée qui provient de la classe 0, ça a un certain coût qui est différent que de rejeter une donnée qui provient de la classe C1. Ce serait possible. On pourrait ajuster ça, puis donc ajuster notre décision en conséquence. Et donc là, la fonction discriminante pour faire du classement ici, c'est la même chose qu'on a vu jusqu'à présent. C'est juste qu'on là, on va déployer un peu les outils basés sur la formule de Bayes dans un contexte de classement. Donc, dans le cas général, ce qu'on peut dire, c'est que notre fonction h, qui est notre fonction discriminante pour le classement, si on a un modèle probabiliste pour nous aider à faire le traitement, on va dire que le h est égal à moins le risque. Donc, le HI, la décision associée à la classe I, va être égal à moins le risque de prendre alpha I comme décision. Et donc, dans un modèle bayésien avec fonction de perte 0,1, ce HI-là correspondrait directement à la probabilité a posteriori. Donc, ça, c'est vraiment intuitif, là. C'est quelque chose qui est un résultat évident, mais qui est important. C'est de dire que notre décision, dans ce contexte bayésien-là, avec une fonction de perte 0,1, correspond directement à la probabilité a posteriori, qui fait du sens. C'est-à-dire que finalement, on classe selon les probabilités a posteriori, on assigne nos données à la classe la plus probable. Puis, si on veut simplifier encore plus, sachant que pour chacune des classes, les HI utilisent la probabilité a posteriori, et si on développe le théorème de Bayes, on a l'équation de P de CI sachant X qui est égal à P de CI, P de X sachant CI, donc ça c'est la vraisemblance, la probabilité a priori, divisé par P de X. Comme au dénominateur, c'est commun à toutes les classes, on peut tout simplement le retirer et utiliser directement P de X sachant CI fois P de CI. Donc ça, c'est la partie au numérateur dans la règle de Bayes. Parce qu'on ne s'intéresse pas vraiment tant que ça à la valeur de H, sa valeur absolue. Donc oui, si on l'interprète comme une probabilité, on veut le diviser par l'évidence, c'est une probabilité. Mais si on veut tout simplement assigner le X à la classe pour laquelle le HI est maximum, comme on a ici, on dit on assigne le XT à la classe pour laquelle le HI est maximum, bien là, on a tout simplement à regarder ce qu'il y a au numérateur dans la formule de Bayes en ignorant le dénominateur parce que c'est le même pour tous, ça ne va pas changer. Alors qu'au numérateur, ça dépend de CI. Donc, à partir de ça, on peut se définir des régions de décision. On peut aussi dire, bon, ben, on a une certaine règle ici, mais ce qu'on peut faire, c'est de dire que l'ensemble de notre espace, si on a un espace en 2 dimensions, en D dimensions, mais on va dire que chaque point dans l'espace va être assigné à une région de décision. Puis une région correspond à une région de l'espace où
le risque est minimisé pour une classe précise. Donc, R1, par exemple, c'est la région pour laquelle le risque est minimisé ou le H1 est maximisé et maximum. C'est là, c'est la région où on va assigner les données à la classe 1. De même que RK, c'est la région où on va assigner les données à la classe K. Donc, tout point dans une certaine région va être assigné à la classe correspondante. Et là, bien, les régions nous donnent le découpage de l'espace et ces régions-là sont séparées par des frontières de décision. Donc, vraiment, les frontières entre les régions nous permettent de séparer celles-ci et de dire que lorsqu'on traverse la frontière, la décision change, on va être assigné à une autre classe. Puis on dit souvent que le cas à deux classes, c'est un dichotomiseur, donc ça fait une dichotomie, ça sépare les données selon deux classes dans deux régions. Et le cas avec trois classes ou plus c'est un mot que j'ai inventé à partir des racines, le plurichotomiseur, donc c'est de dire qu'on va séparer le tout selon plusieurs classes. Et donc, si on regarde le cas ici, donc ce cas-là est intéressant, c'est un cas avec trois classes avec une option de rejet. Donc, c'est de dire que si on se définit, par exemple, une option de rejet à 50 disant que lorsque la probabilité a posteriori est inférieure à 50 pour toutes les classes, on rejette. On se retrouverait à avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est de dire qu'on a trois classes, la classe C1 qui correspond au rond rouge, C2 qui est les points verts, C3 qui sont les points jaunes. Tout ce qui est dans la frontière de décision ici, par exemple, c'est donc toute cette région-là ici, c'est la région qui correspond à la classe 1. Donc, une donnée dans cette région-là va être assignée à la classe 1. Similairement, on a la frontière de décision ici pour la classe 2. Et donc, lorsqu'on est, ici, on est dans R2, la région de la classe 2. Donc, peu importe, on a un point ici ou un point là, ça va être assigné à la classe 2. Et similairement pour la classe 3, peu importe où on se trouve, quand on se trouve quelque part dans cette région-là ici, qui est R3, on est assigné à la classe 3. Mais là, vu qu'on a utilisé une option de rejet, où on a mis le lambda est égal à 0.5, on dit qu'on va rejeter tout point pour lequel les trois probabilités a posteriori sont inférieures à 50 Donc, si on a un point ici, ou là, il va être rejeté. Parce que là, la probabilité a posteriori est inférieure à 50 ce qui veut dire qu'on est incertain sur la classe. Puis si on regarde ça, mais ça fait du sens. Ici, du moins celui-là, on voit qu'il est proche des trois classes. Là, on ne peut pas se commettre avec certitude. De même que celui-là, là, ici, bon, on voit qu'il est peut-être plus proche de C1, mais il est quand même très loin de C1. Il n'est quand même pas si loin que ça de C2. Fait qu'on est dans une région où là, on aurait intérêt à ne pas se commettre. On n'a pas plus que 50 de confiance. La probabilité est inférieure à 50 que ça vienne de la classe 1 ou de la classe 2. C'est peu probable que ça vienne de la classe 3, mais entre 1 et 2, on n'est pas certain, puis similairement ici. Donc ça, c'est un peu l'intérêt d'avoir une probabilité, c'est qu'on peut raisonner sur ces valeurs de probabilité-là pour prendre les meilleures décisions.